Bonjour, Dr Perrault. Salut Lise. Bienvenue à En tête à tête avec la migraine. Alors, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de la migraine. Qu'est-ce que c'est? On va faire le tour de la question. Donc, d'abord, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que c'est un neurologue? Oui, c'est une bonne question pour commencer. Hein? Un neurologue, probablement, c'est un médecin comme les autres, en fait, qui ont fait leurs études en médecine aussi, mais qui sont vraiment spécialisés, qui ont fait leur résidence, dans le fond, leur médecine de spécialité en neurologie, qui est, dans le fond, l'étude de tout ce qui est le cerveau et les nerfs aussi. Fait que les neurologues, ils vont venir traiter des maladies, tout ce qui est des maladies neurologiques, on dit. Donc, c'est très vaste. Ça va de l'épilepsie, avec également la maladie d'Alzheimer, jusqu'à la migraine, maladie de Parkinson. Tout ça, c'est les neurologues qui font ça. Mais tout ce qui est plus intervention, parce qu'on se fait souvent dire comme neurologue, est-ce que c'est vous qui opérez? Non, c'est pas nous qui opérons. C'est les neurochirurgiens. Mais nous, les neurologues, on vient traiter toutes ces autres maladies-là, et incluant la migraine, évidemment. Donc, la neurologie, c'est la spécialité de la migraine. Oui, en effet. Oui, la neurologie, oui, c'est vraiment la spécialité de la migraine, absolument. Et puis, est-ce que ce sont tous les neurologues qui sont spécialisés pour le traitement de la migraine? Bien, tous les neurologues sont à l'aise avec traiter, diagnostiquer, prendre en charge la migraine, absolument. Ça fait partie de notre formation en général, là, absolument. Alors, pour quelqu'un qui est à l'écoute présentement, qui se dit, bon, moi, je vis avec la migraine, ça serait peut-être bien que je voie un neurologue. C'est quoi la marche à suivre? Comment on fait pour prendre rendez-vous avec un neurologue? Bien, ce que je dirais premièrement, c'est que c'est pas nécessairement toutes les personnes qui vivent avec la migraine qui ont besoin de voir un neurologue. Parce que les médecins de famille aussi ont une formation qui est très générale et touche beaucoup de choses. Mais étant donné que la migraine, c'est une maladie qui est très répandue en fait, les médecins de famille sont en général qui sont quand même à l'aise avec traiter puis diagnostiquer et commencer des traitements pour la migraine. Là, après ça, il y a certaines personnes qui ont besoin de voir un neurologue parce que justement, c'est soit il y a des questions au point de vue du diagnostic, ça veut dire que c'est peut-être un peu des atypies au point de vue de la présentation du mal de tête, de la migraine en tant que telle, ou des fois, les personnes avec les premiers médicaments qu'ils ont, c'est plus difficile à traiter, fait qu'on a besoin d'un neurologue pour aider pour les traitements, fait que c'est pour ça que les médecins de famille vont demander par la suite des consultations avec le neurologue. Fait que je dirais que de la manière si vraiment on a besoin de voir un neurologue, la manière de passer pour voir, c'est à travers soit son médecin de famille qui va faire une référence pour voir un neurologue ou bien à travers un autre spécialiste que le patient peut suivre puis qui peut faire une demande de consultation puis de référence pour voir un neurologue qui pourra par la suite évaluer la migraine puis les traitements, voir si tout ça est adéquat puis qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser tout ça. Excellent. Bon, mais là, c'est bien clair. Maintenant, ça serait bien, je pense, de clarifier la migraine. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi les critères qu'on rencontre là, pour poser le diagnostic, par exemple? Oui, c'est vraiment une bonne question parce que dans le fond aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la migraine fait partie c'est un type de mal de tête. Hein, parce que il existe plusieurs mal de tête. Puis tout le monde dit, ça m'arrive très souvent comme que les patients me disent, j'ai mes mal de tête puis j'ai mes migraines. Mais il faut savoir que la migraine en tant que telle, c'est un type de mal de tête. Puis elle, ça a des critères bien spécifiques pour parler de migraine. Mais probablement pour dire peut-être d'où est-ce que ça part la migraine, la réponse est un peu plate comme réponse, mais on ne sait pas finalement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup, dans le fond, on a pu un peu préciser dans les dernières années qu'est-ce qui était impliqué dans la migraine, puis qu'est-ce qui venait un peu, quelle partie du cerveau était impliquée dans la migraine en tant que tel, quand il y a une crise qui survient, dans le fond. Mais on ne sait pas c'est quoi l'origine exacte. On pense que c'est beaucoup, il y a plusieurs causes qui peuvent venir entraîner ça, mais qu'il y a une susceptibilité au niveau des gènes. Là. Fait que c'est pas rare que moi j'ai des patients que je suis la mère, je suis la fille, puis qu'éventuellement je vais pas mal suivre la petite fille aussi, là, probablement. C'est dans la famille. Fait que c'est dans la famille. Fait que il y a probablement une susceptibilité génétique, mais il y a également beaucoup de facteurs qu'on dit environnementaux qui peuvent influencer tout ça, parce que même au sein de la même famille, il y a des gens il y a un frère qui va avoir la migraine une fois, qui a eu la migraine pendant qu'il était à l'université durant ses périodes d'examen, puis il y a l'autre personne qui a ces migraines qui sont beaucoup plus fréquentes. On voit que ça peut même varier, on sait qu'il y a une susceptibilité, puis les facteurs, on dit environnementaux, qui peuvent influencer ça. On dit que c'est beaucoup une maladie neurogénétique avec des implications vasculaires également, donc c'est pleinement multifactoriel, tout ce qui peut expliquer pourquoi les gens vont vivre avec la migraine. Maintenant,
c'est quoi exactement la migraine si on veut le différencier par rapport à un autre type de mal de tête. Il y a vraiment des critères bien spécifiques par rapport à ça. La migraine, c'est premièrement, quand on parle beaucoup du mal de tête, on parle d'un mal de tête qui est souvent d'un seul côté que les gens peuvent avoir, avec aussi comme le caractère de la douleur, ça va être un peu qu'on dit pulsatile. Donc, les gens vont souvent décrire comme si c'était le cœur qui battait dans leur tête. Donc, ils vont sortir vraiment des coups, des espèces d'élancements qui vont venir puis qui vont venir et qui vont partir. D'autres caractéristiques qui font partie de la migraine, c'est qu'on dit que c'est des douleurs, on dit au moins modérées à sévères. Puis c'est des douleurs aussi qui sont facilement augmentées par l'activité quotidienne. Donc, tu sais, juste monter les escaliers, pencher par en avant, la douleur, le mal de tête va augmenter. Puis d'autres critères qui sont qu'on retrouve beaucoup avec la migraine, c'est vraiment la susceptibilité à la lumière. Donc, la lumière va déranger, les sons vont déranger. Fait que tout ce qui est un peu les stimuli qu'on va avoir autour de nous, les odeurs également, les gens avec la migraine vont être très sensibles avec ça. Aussi, certaines personnes peuvent avoir des mal de cœur puis qui peuvent même aller jusqu'au vomissement. Ça, c'est beaucoup la crise de la migraine qui explique ça. Mais on sait que la migraine, c'est plus que juste le mal de tête, avec toutes les caractéristiques que je viens juste de dire. On sait que le processus, puis en fait, c'est aussi avec ce que je disais, qu'en fond, on comprend de plus en plus qu'est-ce que c'est la migraine, mais on a découvert que il y a des régions dans le cerveau qui s'activent avant même que la douleur arrive. Puis une des régions qui est beaucoup activée avant que la douleur se propage, c'est la région qui est responsable un peu de toute la régularité du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Puis souvent aussi, c'est une partie du corps qui s'appelle du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, puis qui est très impliquée dans le cycle éveil-sommeil, dans aussi la faim, puis dans aussi l'interprétation des stimuli autour. Et c'est pour ça qu'avant même la crise de migraine, il y a certaines personnes qui vont avoir des bâillements, qui vont aussi avoir également des cravings, dans le fond, des envies pour certains aliments aussi, ou avoir une grosse fatigue, changement dans l'humeur. Fait que c'est tous des symptômes qui peuvent commencer avant même que la migraine, la crise de la douleur s'installe. Donc, c'est tous des symptômes qu'on peut retrouver, qu'on ne retrouverait pas dans d'autres types de mal de tête. Comme on dit, le mal de tête de tension ou ce que j'appelle souvent le mal de tête du hangover. Là. Fait que ça, c'est souvent, il n'y a pas tous ces symptômes-là qui vont précéder, qui vont venir avant la crise de la migraine. Aussi, un autre symptôme qui est souvent présent avec une crise de migraine, qu'on peut avoir jusqu'à environ 1/3 des personnes qui vivent avec la migraine, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des auras. Les auras, c'est des symptômes neurologiques qui sont juste transitoires. Donc, c'est-à-dire qui commencent graduellement et qui ont un temps déterminé, qu'on dit souvent qu'ils vont durer de 5 minutes à maximum 1 heure, puis que par la suite vont s'en aller graduellement. Et ça, les symptômes souvent qu'on va retrouver, ça va être des symptômes des changements dans la vision, que les patients vont souvent décrire par des flashs de lumière qui vont apparaître graduellement, ou des espèces de zigzags de couleurs, ou l'impression de voir dans un miroir brisé, puis que ça peut durer jusqu'à 1 heure. Aussi, d'autres phénomènes neurologiques d'aura, dans le fond, qui sont susceptibles d'aura qu'on peut avoir, c'est aussi des engourdissements, des picotements au niveau d'un seul côté du visage, d'un bras, d'une jambe, ou de la difficulté à parler, de vraiment chercher ses mots. Fait que ça, c'est des symptômes neurologiques classiques qu'on peut retrouver avant même la migraine, avant la crise de douleur, puis par la suite, c'est la douleur souvent qui va venir s'installer. C'est un peu ça qui fait un peu le portrait, dans le fond, de la migraine. Puis après la migraine, on a aussi ce qu'on appelle l'espèce de hangover, la migraine, là, où est-ce qu'il y a une grosse fatigue qui est présente, avec aussi des fois des changements d'humeur, puis aussi la sensibilité à la lumière et au son qui peut persister aussi. Puis des fois, c'est pas la douleur qui dérange le plus les patients, mais c'est vraiment tous les symptômes que je viens de décrire tout autour, là, qui viennent les déranger le plus, parce que c'est quand même très incommodant, tous ces symptômes-là, quand même. Fait que ça, c'est un peu tout ce qui caractérise une migraine du début à sa fin, je dirais, là. Bon, là, c'est plus clair, on connaît beaucoup mieux qu'est-ce que c'est la migraine par rapport à d'autres types de maux de tête. Mm-hmm. Ça se caractérise par des crises, des épisodes de migraine qui sont des fois là, des fois pas là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut dire que même si les épisodes sont pas toujours là, que la personne a la migraine de façon continue? Mm-hmm. Est-ce que c'est une condition qui est toujours là, même si on n'est pas dans une crise de migraine, ou si on dit qu'on a la migraine seulement quand on est dans une crise? Mm-hmm. C'est une bonne question parce que souvent, les personnes vont penser qu'on peut guérir la migraine, puis que dans le fond, quand on n'a plus de mal de tête, on n'est plus une personne qui fait avec la migraine. Mais dans les faits, malheureusement, en fait, la manière qu'il faut voir la migraine, c'est que c'est une maladie qui est chronique. Ça veut dire que dès qu'on fait de la migraine, tout au long de notre vie, on va être un peu à risque de faire des crises de migraine. Mais par contre, cette maladie qu'on dit qui est souvent
qui est imprévisible aussi, mais qui peut revenir. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des périodes dans la vie où est-ce qu'on va avoir un peu plus de crises, puis des périodes où est-ce qu'on va avoir un petit peu moins. Donc, ça peut venir, puis ça peut être imprévisible dans la manière que ça peut survenir. Il y a des choses qui peuvent déclencher des crises de migraine, mais des fois, il n'y a rien qui peut nécessairement déclencher, puis c'est la maladie qui vient causer, qui vient en fait, qui fait en sorte que les crises de migraine vont se manifester, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se disent « Ah, j'ai une crise de migraine, mais j'ai fait quelque chose de mal. » Fait que là, ils cherchent beaucoup qu'est-ce qu'ils ont fait, mais dans les faits, des fois, il n'y a rien qui peut expliquer, puis c'est la maladie qui est comme ça. Fait que oui, c'est une maladie qui est chronique, puis même quand on ne fait pas de crise, ben on est à risque de faire des crises. Fait que c'est sûr que les gens, faut qu'ils fassent un peu attention. Donc, c'est un petit peu comme l'asthme, finalement. Oui. On pourrait un peu comparer ça de cette façon-là. Alors, la personne est asthmatique, même si elle n'est pas toujours en train de faire une crise d'asthme. C'est-tu un peu le même principe avec la migraine? Ça peut ressembler un peu à ça. Okay. Sinon, qu'est-ce qu'on a, nous aussi, dans nos autres maladies neurologiques? L'épilepsie. Donc, l'épilepsie, c'est un peu comme ça. Les gens qui sont vraiment épileptiques, ben, ils demeurent un peu toute leur vie ou durant une bonne partie de leur vie à risque de faire des crises de convulsions. Mais des fois, c'est juste qu'ils n'ont pas de crise nécessairement, mais ils sont quand même épileptiques puis ils doivent prendre leurs médicaments à tous les jours pour éviter de faire des crises. Ben, c'est la même chose pour la migraine. Certaines personnes doivent prendre des médicaments à tous les jours pour éviter de faire des crises de migraine. Donc oui, ça peut ressembler à ça. L'asthme, le diabète aussi, dans le fond, des fois, il y a des périodes où le taux de sucre peut augmenter ou autre. Ben, on a besoin des médicaments à tous les jours pour éviter que le taux de sucre augmente trop. Donc, ça peut rentrer dans ça peut se comparer à n'importe quelle autre maladie chronique, je dirais. Puis, bon, là, on a parlé que la migraine va se manifester par différents épisodes, par des crises à plus ou moins grande fréquence. Qu'est-ce qui va expliquer qu'une personne va avoir des épisodes plus fréquemment, puis qu'une autre personne va en avoir moins? Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Premièrement, une des choses qui peut favoriser beaucoup, dans le fond, le fait d'avoir plus de crises, c'est des fois aussi ses points de vue de la gestion des habitudes de vie. Hein, tout ça, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent influencer la migraine. Donc, c'est sûr que d'avoir des mauvaises habitudes de vie, ça veut dire avoir des horaires de sommeil irrégulières, sauter fréquemment des repas, boire trop de café, une alimentation un peu erratique et tout ça, d'avoir un mode de vie plus sédentaire, tout ça, des fois, peut favoriser la chronicisation des migraines. Fait que ça, c'est des facteurs de risque qu'il faut qu'on dit qui peuvent favoriser le fait qu'une personne peut avoir 1 à 2 crises par mois à 2-3 crises à toutes les semaines. D'autres facteurs de risque aussi, mais c'est aussi si les personnes négligent un peu leur crise de migraine également. C'est-à-dire que si on a des crises à répétition, mais qu'ils ne les traitent pas de manière adéquate, mais des fois, une crise peut débuter à 1 journée, puis après ça dure 2 jours, 3 jours, puis là, après ça, le temps entre les crises, ça se raccourcit un petit peu, puis les gens se négligent un petit peu par rapport à ça, mais ça peut certainement favoriser que les crises peuvent revenir plus souvent aussi. Puis, en même temps, si on néglige trop ces crises-là, mais des fois aussi, on prend trop de médicaments pour essayer de traiter le mal de tête. Puis, le cerveau des personnes qui vivent avec la migraine est fait un peu bizarrement parce que pour certains médicaments, plus on prend de médicaments, plus le cerveau s'habitue, puis plus le cerveau il aime les médicaments, puis il en veut plus, fait qu'il crée des mal de tête pour avoir plus de médicaments, fait que ce qui favorise un peu la migraine aussi qui peut revenir. Fait que tout ça, c'est un peu des choses qui peuvent entretenir la migraine puis qui peuvent faire en sorte que les gens vont avoir plus de migraine. Puis probablement aussi, il y a des choses, par contre, comme je disais, qu'on ne contrôle pas nécessairement. Fait que ça se peut que point de vue génétique ou point de vue de ton métabolisme, il y a des choses qui font en sorte que la personne est plus prompt, est plus à risque de faire plus de crises de migraine. Puis ça, c'est plus difficile à contrôler sans les médicaments des fois. Puis c'est là qu'on a besoin des médicaments aussi pour ça. Vous venez de parler du risque de déclencher des épisodes de migraine à la suite de prise de médicaments. Ça va survenir dans quelles circonstances? Est-ce que c'est quand on en prend plus que le dosage recommandé? Est-ce que c'est quand ça survient sur une longue période de temps? Comment ça fonctionne exactement? En fait, ça, c'est surtout, c'est ce qu'on appelle, en fait, qui est principalement associé avec la migraine, c'est le céphalée médicamenteuse ou de céphalée de rebond. C'est souvent ça comme ça qu'on peut entendre comme titre. Puis ça survient avec certains médicaments qui peuvent causer les mal de tête de rebond. Les médicaments classiques qu'on a qui peuvent causer ça, c'est surtout, on a les Tylenol, dans le fond, avec aussi des médicaments anti-inflammatoires comme l'Advil, naproxen, puis d'autres médicaments que les gens qui vivent avec la migraine connaissent bien, les triptans aussi, peuvent causer ces mal de tête de rebond. De manière générale, c'est
c'est quand on prend plus de 10 jours dans un mois, pendant au moins 3 mois répétés dans le fond collé, que là, les gens sont à risque de faire les mal de tête de rebond, donc les mal de tête médicamenteux, en utilisant ces médicaments-là. C'est pas nécessairement la quantité de médicaments, mais c'est vraiment le nombre de journées dans un mois qui peut faire en sorte que les gens vont développer des mal de tête de rebond. Mais, tu sais, il faut pas trop faire attention. S'il y a un mois, parce que des fois, il peut arriver un mois comme ça où est-ce que, tu sais, il y a des circonstances familiales, personnelles ou autres qui font en sorte qu'on a plus de mal de tête. Mais s'il y a un mois qu'on prend 12, 15 jours de médicaments pour traiter les crises de migraine, c'est pas la fin du monde. Mais c'est si ça devient 2, 3 mois collés, ben là, ça veut dire que là, on est à risque de développer ces mal de tête de rebond-là. Puis ça veut dire qu'entre les crises, on a comme un fond de mal de tête qui s'installe. Puis aussi, ce qui favorise aussi qu'il va y avoir peut-être plus de crises qui vont survenir par la suite. Donc, si on est pris un peu dans ce cycle-là, parce que là, bon, on a des céphalées ou on a un épisode de migraine, ben, on a le goût de prendre un médicament pour que ça cesse, évidemment. Est-ce que la stratégie à adopter dans ce cas-là, c'est si j'en ai déjà pris pendant, disons, une dizaine de jours dans le mois, j'en prends plus jusqu'au prochain mois, puis j'endure les épisodes? C'est quoi la meilleure stratégie à faire? C'est souvent dur comme approche parce qu'on est souvent pris entre l'arbre et l'écorce, hein, parce qu'on dit, ben, tu sais, je veux pas non plus laisser une crise de migraine qui va faire en sorte que je vais pas être fonctionnel pendant 24, 48 heures, mais en même temps, si j'en prends trop, mais là, j'ai mon risque de mal de tête de rebond. Fait que des fois, c'est de voir comment on peut balancer tout ça. Premièrement, avec les personnes qui ont plus de mal de tête, ceux qui ont des mal de tête assez fréquents, c'est des fois aussi de cibler, de seulement traiter les mal de tête qu'on dit qui sont d'intensité modérée à sévère. Fait que si c'est un mal de tête qui vient pas d'avoir d'impact sur notre quotidien, on peut dire, bon, ben, si on est capable de le tolérer, on le tolère. Mais si on voit que ça a un impact, c'est sûr que je vais jamais dire à un patient, faut pas traiter son mal de tête. Il faut quand même le traiter. Fait que là, après ça, c'est entre nous pour voir, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la fréquence des mal de tête. Fait que des fois, on a besoin de réajuster les traitements qu'on prend tous les jours, donc les médicaments préventifs, pour pouvoir éviter ce risque-là, dans le fond, d'avoir le mal de tête de rebond. Puis des fois, en favorisant, dans le fond, un meilleur traitement préventif, bien, on diminue l'intensité des crises, puis on diminue aussi la fréquence des crises. Fait que ça fait en sorte qu'on a moins besoin de médicaments. Aussi, des fois, une autre alternative, on a aussi des nouveaux médicaments pour casser les mal de tête qui s'appellent dans les catégories des GEPA. Puis on a deux nouveaux médicaments en fond accessibles au Québec, le Ubrelvy ou Ubrogepan et le Nurtec également qui est le Rimegepan. Puis ces médicaments-là qui sont des casses-migraines, bien, ce qui est avantageux avec eux, c'est qu'ils ne causent pas les mal de tête de rebond. Fait que c'est d'y aller des fois avec ces traitements-là qui sont plus sécuritaires. C'est sûr que c'est des médicaments qui sont assez chers, par contre, si on n'a pas les régimes d'assurance privés, mais des fois, ça peut être une bonne alternative quand même pour essayer aussi de temporiser. Des fois, on a d'avoir une boîte à la maison qu'on peut essayer d'alterner avec nos autres traitements, mais ça peut être une bonne chose aussi. Donc, si on utilise le GEPAN à ce moment-là, il n'y a pas le nombre maximal par mois qu'on doit se soucier, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Fait comme ça, on évite des fois d'aller vers le mal de tête de rebond avec ces traitements-là. C'est quand même une alternative qui est très intéressante. Bon, la crise de migraine, c'est évidemment quelque chose qui est douloureux, qui est très désagréable, qui est très incapacitant. Mais est-ce que ça va entraîner aussi des séquelles à long terme? Est-ce que je me trouve plus à risque, par exemple, d'avoir des troubles cognitifs quand je vais être plus vieille? Est-ce que ça a un impact néfaste sur le cerveau? On a quelques études par rapport à ça, mais on n'a pas de réponse définitive. Hein? Il y a peut-être des petits signaux par rapport justement des troubles cognitifs, maladies d'Alzheimer ou autres, là, qui pourraient être un petit peu augmentés, mais dans les faits, c'est très difficile à démontrer. Fait qu'on n'a on n'a pas de bonne réponse claire. Mais ce que je dirais, c'est quand même des crises de migraine non contrôlées, puis avec un patient qui vit avec la migraine qu'on dit chronique, c'est-à-dire plus de 15 jours de mal de tête par mois, puis que c'est pas bien traité, mais il peut, à la longue, ça l'amène d'autres aussi comorbidités, aussi d'autres conditions qui peuvent après ça favoriser justement l'installation de ce type de maladie-là ou d'autres risques d'AVC et tout ça. Parce que dans le fond, plus on a une mal de tête, plus on a de la difficulté à faire des activités physiques, plus on a des activités ou plus on a de volonté à avoir des habitudes de vie plus saines également, même si on essaie, mais ça devient qui est difficile. Donc ça veut dire qu'on peut augmenter nos risques de facteurs de risque pour faire des maladies du cœur, les maladies aussi vasculaires comme les AVC. Puis aussi, ça a aussi un gros poids sur tout ce qui est dans des enjeux de santé mentale. Parce que veut pas,
d'avoir la migraine chronique, ça peut être très lourd pour la personne. Fait qu'il y a des risques augmentés aussi de dépression, d'anxiété. Donc, toutes ces maladies-là aussi qui peuvent survenir avec avec la migraine qui est plus chronique et qui est non traitée. Et tout ça aussi peut donc, on sait par contre qu'il y a une dépression pas traitée et tout ça peut aussi augmenter les risques de symptômes cognitifs, de troubles cognitifs. Fait que la migraine en soi, c'est difficile de dire si elle a un lien direct, mais certainement si c'est non traité, ça l'amène son lot d'autres, comme on dit, d'autres maladies. Et tout ça ensemble peut certainement avoir des impacts à long terme. Est-ce qu'il y a certains signes ou symptômes qui sont reliés à la migraine auxquels on doit porter une attention particulière, puis qui justifieraient que on doive se rendre à l'urgence, par exemple, parce que ça présenterait un risque imminent pour notre vie ou qui doit être traité rapidement? La migraine en soi n'est jamais une urgence vitale. Là, je mets les guillemets. Ça veut dire, quand on dit vital, c'est qu'on n'a pas des enjeux de vie ou de mort. Sauf que ça reste très désagréable pour la personne. C'est sûr que si on a un nouveau... Si le mal de tête est différent, ça veut dire que c'est comme beaucoup plus intense et qui arrive d'un coup, comme ce qu'on dit souvent nous, dans notre jargon, mais c'est un coup, en coup de tonnerre. C'est comme là, ça veut dire que c'est un mal de tête qui a l'air différent. Fait que oui, c'est important de se faire évaluer, dans le fond, pour aller à l'urgence. Si également on a des symptômes qu'on dit neurologiques qui sont différents, de ceux que j'ai mentionné un peu plus tôt, des auras, donc les flashs de lumière, les petits picotements au niveau visage, bras ou difficulté à parler. Parce qu'on a d'autres symptômes qui sont différents de ceux-ci. Donc, difficulté à bouger un bras. On perd la vision totalement. C'est pas juste des flashs de lumière, mais vraiment, on perd la vision. On commence à voir double. Si on a également, en fond, des gros vertiges avec des gros vomissements également là, qui peuvent être présents, mais là, ça veut dire que tous des symptômes qui font en sorte que c'est différent de nos crises de migraine habituelles, bien oui, il faut aller se faire évaluer. Si on n'a pas accès à appeler soit son médecin de famille ou son neurologue rapidement, bien, il faut aller à l'urgence pour se faire évaluer parce qu'il y a plusieurs causes secondaires qui peuvent des fois faire les mal de tête. Puis des fois, c'est important d'aller se faire évaluer pour ça, je dirais. Mais la migraine en soi, c'est pas dangereux pour la vie. Mais une grande crise qui amène une grosse douleur puis qui ne commence pas avec les traitements à la maison, bien, malheureusement, des fois, on a besoin de traitements par les veines pour essayer de casser la migraine qui peut aider. C'est sûr, on essaye de garder ça vraiment en dernier recours, mais des fois, on n'a pas le choix. Puis pour recevoir ce type de traitement-là, est-ce qu'on se rend à la salle d'urgence? L'idéal, si on a accès avec son médecin de famille ou si une clinique de sans rendez-vous rapidement, ce serait ça. Puis après ça, on peut voir pour réajuster les traitements, peut-être par la bouche qu'on pourrait avoir. Mais si on n'a pas accès à ça, puis si même tous les traitements qu'on a donnés par la bouche ne fonctionnent pas, oui, malheureusement, c'est l'urgence qu'il faut aller voir pour avoir ça. L'urgence, c'est un des pires endroits pour les personnes qui vivent avec la migraine. Avec tout le bruit, avec toute la lumière qu'il y a, là, c'est pas un bel endroit. Fait que vraiment, on garde ça en dernier recours. Mais des fois, malheureusement, on n'a pas le temps, notre système de santé, de la manière qui est faite. Mais pour recevoir ce type de traitement-là, c'est pas accessible pour tout le monde. Fait que des fois, on n'a pas le choix. Puis, bon, il y a certains de nos membres chez Migraine Québec qui nous ont partagé justement ce type d'expérience-là où ils doivent se rendre à la salle d'urgence parce qu'il n'y a plus rien qui est efficace, puis ils ont besoin d'avoir un soulagement. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire ou qu'on pourrait leur conseiller pour que la prise en charge se passe mieux, que ce traitement-là finalement, puis cette visite-là à l'urgence soit plus facile? Bien, c'est sûr que pour que ce soit plus facilement, c'est déjà d'arriver puis en disant, en disant je suis connu pour la migraine, c'est mon même type de mal de tête, mais j'ai pris tel médicament, ne fonctionne pas, absolument ces médicaments par les veines qui fonctionnent mieux. Bien, déjà le personnel, premier répondant qui vont vous voir puis qui vont vous évaluer, vont déjà savoir un peu à quoi s'attendre. Là, malheureusement, après ça, le temps d'attente, puis comment accélérer tout ça, j'aimerais vraiment ça, avoir une formule magique pour dire quoi dire, quoi faire exactement pour pouvoir passer puis plus rapidement. Mais des fois, malheureusement, il n'y a pas rien de plus à faire. Je pense qu'on en connaît déjà beaucoup plus sur la migraine maintenant, mais est-ce qu'il y a certains points qu'on n'a pas encore abordés aujourd'hui que vous jugez que ce serait pertinent qu'on discute sur ce sujet-là? Non, je pense qu'on a fait un gros tour sur la migraine en tant que telle, puis je pense que c'est super. Puis je pense qu'un des points que je trouve toujours important de le dire, mais c'est que la migraine, c'est plus qu'un mal de tête, hein? Il y a beaucoup de symptômes qui englobent la migraine, puis c'est plus que juste la douleur. T'sais, comme je l'ai dit, avec la sensibilité au son, la lumière, la fatigue, la difficulté de concentration. Fait que tout ça, c'est important de garder en tête parce que souvent, on vient juste dire,
On se fait dire, t'as juste mal à la tête, prends 2 Tylenol puis ça va passer, mais même, c'est plus que ça. La personne va avoir de la difficulté à se concentrer, puis faut laisser le temps qu'il faut à la crise de passer, puis c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir les médicaments appropriés pour casser et prévenir de manière adéquate pour pouvoir éviter justement que tous les autres symptômes s'installent puis qu'ils restent trop longtemps. Mais on vous remercie beaucoup pour toutes ces informations-là, Dr. Perrault. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.